juin au 3 juillet, une mission conjointe réunissant les agences du système des Nations Unies et le gouvernement congolais s'est rendue dans le nord de la République du Congo avec pour destination le département de la Likwala. Durant 5 jours, la délégation a multiplié les rencontres et les visites de terrain dans plusieurs districts du département afin d'évaluer les actions engagées et d'accélérer la mise en œuvre des objectifs de développement durable au bénéfice des communautés locales et des réfugiés. Une démarche placée sous le signe de la convergence des actions avec une ambition commune, agir ensemble pour ne laisser personne de côté. Avant de se déployer sur le terrain, un atelier de validation du rapport sur l'examen local volontaire des ODD dans ce département s'est tenu. C'est la fin d'un travail qui avait commencé au mois de décembre 2025. L'on a évalué le niveau de progrès réalisé dans la mise en œuvre de l'agenda 2030. Le département de l'Ikwala a été choisi par le système des Nations Unies compte tenu de son niveau élevé de vulnérabilité. Le rapport recommande un certain nombre d'actions, à la fois aux autorités publiques, aussi aux collectivités locales, mais aussi au système des Nations Unies. C'est un devoir pour nous de venir voir comment on peut atténuer ce manque à gagner et continuer à bâtir, exploiter les opportunités et les transformer en richesse inclusive ici et adresser les problématiques des communautés. Nous avons ici les peuples autochtones. Nous connaissons quel service ils rendent à la communauté internationale, à l'ensemble de l'humanité, en gardant nos forêts. Et que faisons-nous en retour pour eux? Ces populations vivent en harmonie avec les populations originaires du Congo-Brazzaville. Mais il faut quand même relever le fait qu'il y a la forte concentration. La population devient tellement trop nombreuse, et à tel point qu'il y a des défis à relever. Il y a beaucoup de difficultés parce que les populations sont tellement nombreuses. Il y a les problèmes d'assainissement, il y a les problèmes d'épidémie, les problèmes de maladies. Et cela fait en sorte qu'il y a un certain nombre de difficultés à ce niveau-là. 3 jours plus tard, à Bétou, à l'hôpital de base de Fonds des Nations Unies pour la population, l'UNFPA soutient la santé des femmes, consultation prénatale, accouchement, planification familiale, mais aussi la prise en charge des violences basées sur le genre. Ici, on soigne le corps et on prend soin de l'esprit. En formant le personnel à détecter la détresse psychologique, en soutenant celles qui ont tout perdu et ceux qui sont en première ligne. Parce que donner la vie dans la dignité est un droit pour toutes. Ce que nous faisons avec la population autochtone, on ne les exclut pas pour un premier temps. Ce sont des populations comme les autres. Elles sont pleinement intégrées et on les sensibilise à venir, que ce soit à l'hôpital, au centre de santé, pour qu'ils puissent recevoir les mêmes informations que les réfugiés ici présents, que la population haute de Bétou au même moment. Pour nous, le principe de ne laisser personne de côté compte énormément. Leave no one behind. Nous avons des stratégies avancées. Ce que nous faisons, on fait des cliniques mobiles pour trouver les personnes là où ils sont, ces populations autochtones, pour pouvoir donner des services, mais en même temps les encourager à venir vers les centres de santé et obtenir les soins complets. Vous voyez toute cette jeunesse, tous ces enfants qui sont autour et vous voyez qu'il y a beaucoup de besoins. La première impression, c'est cet appel, cette demande d'assistance aussi qui nous saute à la face. Donc ça nous impose beaucoup d'humilité. Toujours à Bétou, un autre combat, celui contre le choléra. Ce centre de traitement détecte, isole et soigne. Il est la preuve d'un engagement, celui du gouvernement et des Nations Unies, à répondre vite pour sauver des vies. Mais la vraie victoire, elle se joue en amont, dans l'accès à l'eau, à l'assainissement et dans la mobilisation de chacun. Les Nations Unies resteront engagées
jusqu'au contrôle durable de l'épidémie et au renforcement de la résilience de toutes les communautés. Protéger, c'est aussi inclure. À la circonscription d'action sociale, la discussion porte sur l'avenir. Comment intégrer les ménages réfugiés et autres les plus vulnérables dans les dispositifs nationaux comme le projet de protection sociale et d'inclusion productive des jeunes, PSI-PJ. L'enjeu est grand. Lever les obstacles de la documentation, de l'éloignement et de l'emploi. Le message porté ici est simple. L'inclusion renforce la stabilité et la cohésion. Elle évite les solutions parallèles et elle demande une responsabilité partagée entre le gouvernement, les partenaires et les communautés. Quelques minutes plus tard, au site du 15 avril, centre multifonctionnel du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés HCR, on protège, on enregistre, on écoute. Depuis 2025, c'est d'ici que partent les convois de rapatriement, mais au-delà de l'urgence, une vision émerge. Faire de ce site un véritable quartier, un lieu où réfugiés et communautés hôtes partagent l'eau, les abris, les moyens de subsistance et surtout l'espoir. Écouter les priorités des réfugiés, c'est la première étape pour construire une cohabitation pacifique et durable. Le rapatriement des réfugiés de la RCA et de la RDC constitue un enjeu humanitaire en Afrique centrale. Bien que de nombreux réfugiés souhaitent retrouver leur pays d'origine, plusieurs difficultés ralentissent ces opérations, entre autres l'insécurité persistante dans le pays d'origine, des infrastructures insuffisantes, le manque de financement humanitaire, les défis logistiques, la protection des personnes vulnérables, la coordination entre les États et les partenaires. Les défis ici sont assez pertinents dans la mesure où vous devez constater que ce site de 18 hectares, tout au départ, les infrastructures qui avaient été installées répondaient à un certain nombre, je dirais, inférieur de personnes. Ici, dans le district de Bétou, on est à 24 000 réfugiés demandeurs d'asile. Dans ce site, il y a 7 000. Donc les autres sont dissimulés dans les villages et dans les populations hautes, au niveau des populations hautes. Le Sénat travaille en étroite collaboration avec les autres ministères, le ministère de l'Agriculture par exemple, pour que ces réfugiés aient accès à la terre. C'est beaucoup d'émotions quand vous venez, que vous assistez et que vous visitez ce type de site. Vous voyez toutes ces populations dans ces installations très précaires, des réfugiés qui sont là depuis plus de 10 ans, 13 ans, avec la même bâtisse qui avait été construite à l'instant où ils avaient été reçus et abrités, en sachant que ces constructions sont temporaires. Il y a plus d'une dizaine de forages, mais il n'y en a que 3 qui sont fonctionnels. Je saisis cette opportunité pour faire un appel aux autorités congolaises et aux autorités de la RCA pour reprendre ce dialogue et autoriser ce processus de rapatriement volontaire des réfugiés qui sont prêts à retourner, et les institutions des Nations Unies, avec en premier lieu le HCR et je disais tantôt le PAM et les autres agences. Moi aussi, je suis un éleveur. Je garde seulement les pourceaux à la maison. Mais pour la nourriture, c'est le programme de la PAM. Le réfugié, c'est quelqu'un qui quitte son pays
il vient bras ballants, il n'a rien, il vient se protéger chez vous. Et lorsqu'il est là, il faut l'intégrer, voyez-vous, du point de vue de la loi sur les réfugiés. Voyez-vous, ils ont les mêmes droits que nous. Mais seulement, il y a par exemple dans cette ville de Bétou, il y a des inondations récurrentes. Il y a la question d'état civil pour lutter contre l'apatridie, l'urbanisation de la ville, l'assainissement des lieux. Ce que nous constatons, c'est quoi? C'est qu'il y a de la volonté de repartir à leur pays d'origine. Nous constatons également que nombreux veulent rester, s'intégrer ici dans notre localité. Parce que s'il n'y avait pas cette bonne cohabitation, il n'y aurait pas ces attitudes-là. Voyez-vous, ça veut dire, ça montre qu'il y a l'envie de s'intégrer ici et vivre ici. À Bétou, un autre espace change les choses, l'école des maris. Ici, les hommes se parlent. Ils parlent de santé sexuelle, des droits des femmes, de lutte contre les violences. À côté, dans les espaces sûrs, femmes et filles se reconstruisent. Elles s'informent, elles sont écoutées. L'objectif est clair, briser le silence, réduire la mortalité maternelle et créer ensemble un écosystème où chaque femme, chaque adolescente peut vivre en sécurité et dans le respect. Nourrir, c'est protéger. À 20 minutes de Bétou, dans le cadre de la mission, la délégation a visité des hectares de plantations de maïs et d'arachides dans la zone agricole protégée par. D'autres initiatives seront prises prochainement afin d'étendre les champs pour la diversification des cultures. Pour pérenniser l'état de nos sols, nous sommes obligés d'utiliser la rotation de cultures et garder des cultures qui sont à court terme. Hein. Le maïs, nous vendons 3 mois, vous vendez. Donc les coopératives ont toujours quelque chose pour poursuivre l'activité. Vous avez aussi l'arachide, vous vendez en 3 mois, vous avez toujours quelque chose pour pérenniser l'activité. Mais nous sommes en train de voir avec le lancement des pôles agricoles que le ministre va bientôt lancer d'ici là. Ça veut dire dans un district, nous aurons 3, 4, 5, 6 apps qui vont fédérer la majorité de la population dans un espace retenu et stabilisé. Et on lance. Donc dans les pôles agricoles qui vont être lancés d'ici là, nous aurons une ZAP spécifique manioc, nous aurons une ZAP spécifique banane, nous aurons une ZAP de cacao. Pour durer, l'aide doit laisser place à l'opportunité. Autour de la table, le secteur privé représenté par Likwala Timber. Objectif, créer de l'emploi, de la formation, des chaînes de valeur pour les réfugiés comme pour les communautés hôtes. Le message est d'espoir. L'inclusion économique est une chance pour le développement de la Likwala. Le secteur privé est un partenaire stratégique pour bâtir des solutions locales et durables. Nous avons des gens qui travaillent chez nous, ils sont réfugiés, ils ont des qualifications et ils travaillent, ils sont rémunérés. Il n'y a pas de discrimination dans ce sens-là. Maintenant, en ce qui concerne le peuple autochtone, oui, il y a des... Aujourd'hui, nous avons, contrairement à Pokola, nous avons près d'une trentaine de sujets autochtones. Il y a d'autres qui sont des ouvriers, mais ouvriers qualifiés. Ils sont à la menuiserie, ils sont à la mécanique, ils sont des conducteurs. Donc, ils sont là, il n'y a pas de discrimination dans ce sens. Au niveau de notre pays, vous savez que le gouvernement de la République, sous l'impulsion du chef de l'État, accorde beaucoup d'intérêt sur les autochtones. Les autochtones sont des peuples qui sont là, qu'il faut chercher à intégrer,
Et c'est le travail qui se fait au quotidien. Voyez-vous, par exemple, nous avons un hôpital de référence de base. Lorsqu'il y a des questions de maternité, je crois qu'à l'intérieur de l'hôpital, j'en parle parce que j'ai été pendant un moment président du comité de gestion de l'hôpital de référence de Bétou. Et nous avons vu que les peuples autochtones commencent à s'habituer à la maternité. Donc quand ils ont par exemple des besoins de mettre au monde des dames, elles arrivent à l'hôpital et puis elles sont prises en charge par l'hôpital. Nos autochtones, avec la vie de nous les Bantous, doivent s'adapter d'une certaine manière. Donc c'est à nous de procéder par une sensibilisation, par une éducation, afin qu'ils arrivent tant soit peu à notre niveau. Dans notre ville, par exemple, ici à Bétou, nous avons des autochtones qui viennent à la mairie demander des parcelles pour l'agriculture, pour bâtir également des maisons, tout ça. Il y a d'autres qui viennent également pour des mariages officiels. Par exemple, dans des sociétés comme Nicolas Timber, des autochtones travaillent. Donc c'est un travail de sensibilisation, un travail d'éducation aussi. Venus pour une approche de convergence, les ateliers ont abouti sur la mise en œuvre des objectifs de développement durable ODD. Unis avec le gouvernement congolais était une excellente opportunité de connaître la vraie réalité parce qu'on passe la plupart du temps à Brazzaville. Alors c'était une bonne expérience pour avoir les conversations franches avec les leaders locaux, avec les sages-femmes, avec les médecins, avec les réfugiés pour connaître la vraie réalité. Et c'est clair aussi que la République du Congo a fait beaucoup comme pays d'hôte pour les milliers de réfugiés qui sont ici dans la Lukwala de la RDC et aussi de la RCA. Et dans la Lukwala, les États-Unis ont financé des projets divers comme le cantine scolaire pour promouvoir la scolarité avec nos partenaires des Nations Unies et aussi dans les vols humanitaires pour le rapatriement volontaire. Alors c'est un grand honneur d'être ici avec nos partenaires et aussi avec le gouvernement. Il y a 7000 réfugiés centrafricains qui ont exprimé le désir et sont prêts à rentrer depuis début décembre 2025. Et sur ce, le système des Nations Unies, grâce au financement des partenaires et en particulier et précisément des États-Unis, notamment pour la logistique et le transport aérien, a sécurisé le transport pour au moins 3000 réfugiés. C'était disponible depuis décembre 2025. C'est encore disponible, mais d'ici décembre 2026, ça ne doit pas être disponible. Donc voilà, ce sont des fonds qui étaient disponibles. Et nous, notre plaidoyer est que cet exercice reprenne le plus rapidement possible pour que déjà ces 3000 qui étaient prêts début décembre, qui avaient déjà leurs bagages prêts et qui avaient déjà fermé leurs maisons, etc. Voilà, ils sont prêts. Et il y a 4000 autres. Et il y en a d'autres aussi. Donc voilà. Et là, c'est une illustration concrète de l'engagement constant des États-Unis dans le domaine de l'humanitaire et qui est toujours en cours ici. Et nous étions très honorés, très contents que Madame la chargée d'affaires vienne ici in situ voir en concret ce que cela représente. Notre département de la Likwala, c'est un gisement de carbone, les financements innovants, la grande forêt, les tourbières. Donc nous devrons travailler avec les autorités locales pour pouvoir mieux nous préparer à la finance climatique, les fonds carbone, ce qui viendrait donc en complément aux ressources à mobiliser. Les données nous montrent que plus de 80% sont des jeunes de moins de 35 ans et plus de 55% ont même l'âge de moins de 15 ans. Il est important vraiment qu'on fasse l'investissement sur cette jeunesse.
Et la visite qu'on a fait à Bétou, dans les différents endroits, que ce soit au centre multifonctionnel, que ce soit à l'hôpital de base, où nous avons vu des accouchés, une jeune de 13 ans qui a accouché un bébé et d'autres jeunes qui étaient là. Et aussi dans le centre du 15 avril, on a vu beaucoup de jeunes, une jeunesse qui est désespérée, mais une jeunesse qui a une potentialité. C'est vraiment important qu'on investisse en capital humain. Dans tout ce que nous avons fait, il y a l'intégration, l'inclusion, parce qu'au système des Nations Unies, le principe de ne laisser personne de côté prime avec l'inclusion, non seulement des réfugiés, mais aussi des peuples autochtones. Dans tous ces services, ils doivent être au centre parce qu'ils ont des droits comme nous tous, comme vous et moi. Qu'il faut intégrer dans toutes les solutions des réponses pour l'investissement dans les infrastructures, dans les moyens de déplacement. Deuxièmement, grand défi, le capital humain. On a une richesse au niveau de la jeunesse, mais on a une démographie qui est galopante ici. Voilà, il faut pouvoir la maîtriser, l'accompagner, d'où des réponses holistiques au niveau du capital humain. La santé, la planification familiale, l'investissement dans l'éducation des jeunes à tous les niveaux. De l'énergie à la santé, de la protection à la dignité, de la nourriture à l'espoir. Dans la Likwala, la convergence est en marche. 5 jours, de nombreuses agences, un seul peuple. La Likwala, c'est une population estimée à 343 192 habitants, dont 51% de femmes et 49% d'hommes, et un taux de pauvreté multidimensionnel d'environ 61%, le plus élevé du pays. La Likwala, c'est environ 195 décès maternels pour 1000 naissances vivantes. C'est 4,81 décès de nouveau-nés sur 1000 naissances vivantes. Autour de 16% de sa population est une population autochtone et 54,3% sont des jeunes. Au niveau des jeunes filles mères, qui sont un nombre important, elles sont vulnérables à la déscolarisation, aux difficultés économiques et également aux violences basées sur le genre. La Likwala, c'est 69 000 écoles Aura, scolarisant 5 670 enfants autochtones. En termes de vaccination, le Penta 3 est très critique, de l'ordre de 33% seulement. 3,7% seulement d'accouchements qui sont réalisés par un personnel qualifié. Le taux de mortalité par lustre est de 63,7%, avec plusieurs épidémies qui y sévissent, telles que la Mpox et actuellement le choléra, avec un taux de létalité de 9%. La Likwala, c'est 53% des enfants hors de l'école, et puis avec un taux d'analphabétisme infantile pour les enfants de 9 à 14 ans, de 49,1%, soit le pourcentage le plus élevé du pays. La Likwala, c'est une population réfugiée et demanderesse d'asile de 42 777 réfugiés, soit un taux de 52,47% de la population totale de réfugiés sur l'ensemble du territoire. En termes de défis structurels, nous avons la pression exogène continue sur les infrastructures limitées, une urgence sur la cohésion sociale et la sécurité alimentaire. La Likwala présente un taux d'insécurité alimentaire de 55,6% de la population, ce qui est bien au-delà de la moyenne nationale de 32%. Et 40% des ménages n'ont pas accès à la terre.